Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission au centre d'enfouissement de déchets hautement radioactifs qui doit être construit à Bure, dans la Meuse, le projet CIGEO. Mais avant de faire un état des lieux sur le débat public qui a eu lieu entre mai et décembre 2013, sur l'avancée du projet, mais aussi sur comment s'organise la lutte contre CIGEO, une lutte qui nous concerne tous et toutes, puisqu'il ne s'agit ni plus ni moins que de justifier pour les nucléocrates la poursuite du programme nucléaire français. J'aimerais bien qu'on parle d'un accident grave, on peut même peut-être parler de catastrophe, n'hésitons pas, qui s'est produit le 14 février dernier au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, dans un centre d'enfouissement de déchets qui est tout à fait similaire à celui de CIGEO. Tout ça dans le plus grand silence médiatique en France, et on va comprendre pourquoi. Alors avec nous en ligne depuis Bure, un opposant au projet CIGEO qui connaît parfaitement bien le sujet. Bonjour, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends bien. Eh bien, c'est parfait. Nous aussi, on t'entend très bien. Alors, on va revenir sur ce centre d'enfouissement au Nouveau-Mexique qui s'appelle le WIP. Alors, je vais prendre simplement la description de l'installation que j'ai trouvée sur Wikipédia, tout bonnement. Vous allez voir, c'est assez effrayant. Alors, le WIP, c'est Waste Isolation Pilot Plant, c'est-à-dire l'installation pilote d'isolement des déchets. C'est un centre de stockage de déchets radioactifs militaires et issus de la recherche installé dans la commune de Carlsbad, dans le sud-est du Nouveau-Mexique. Ce centre est exploité depuis le 26 mars 1999 par le département de l'énergie des États-Unis. Alors, le choix de ce site qui s'étend sur environ 14 hectares remonte à 1979, mais sa réalisation a connu des années de retard pour des raisons techniques et administratives. Bon, ça, passons. Le WIP a reçu son premier lot de déchets provenant de Los Alamos. Alors, Los Alamos, on rappelle que c'était le centre où étaient fabriquées les bombes atomiques à partir de 1943 pour le projet Manhattan. Donc le WIP a reçu son premier lot de déchets provenant de Los Alamos fin mars 1991. La construction du site a coûté 2 milliards de dollars américains. C'est rien par rapport à ce que va coûter CIGEO. Donc installé dans des dômes de sel à plus de 650 mètres de profondeur, il peut contenir 173 600, c'est très précis, mètres cubes de déchets. En tout, ce sont environ 35 000 transports sur 30 à 35 ans qui devraient faire route vers le WIP. Ce site d'évacuation, j'aime bien le mot, est réservé aux déchets transuraniens, c'est-à-dire aux déchets contaminés par des éléments radioactifs de numéro atomique supérieur à celui de l'uranium, tels que le plutonium-238, le plutonium-239, le plutonium-240, le plutonium-241 et l'américium-241. Alors ça, c'est des déchets très, très, très méchants. Pour le plutonium, on est, je sors de Wikipédia, c'est pas eux qui le disent, un millionième de gramme inhalé de plutonium cause un cancer à coup sûr. Et pour vous donner une idée de la durée de vie de ces éléments radioactifs, le plutonium-239 perd la moitié de sa radioactivité en 24 000 ans.
Ça, c'est un peu pour voilà, la description de ce centre d'enfouissement. Alors, le 14 février dernier, il s'est produit une fuite de plutonium et d'américium. Hein, et voilà. Et depuis, est-ce que toi, tu as des infos à nous communiquer là-dessus? Parce que personne n'en parle. Des infos, en fait, on est tributaire du coup des infos qui viennent des États-Unis, et il y en a très peu. Elles viennent quasiment toutes du département à l'énergie des États-Unis, donc ils nous disent ce qu'ils peuvent nous dire déjà, parce qu'eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Ils organisent des descentes, mais ils avancent petit à petit parce que, comme tu le disais, le plutonium, etc., c'est des éléments qui sont très méchants, donc ils prennent beaucoup de précautions. Mais pour l'instant, c'est pas. Par contre, ce qui est important à dire, c'est qu'il y a quand même eu une douzaine de salariés qui ont été contaminés avec ces éléments, donc ça, par contre, c'est quand même quelque chose de très grave pour. Alors apparemment, c'est ce qui s'est, enfin, comme tu dis, ils savent pas ce qui s'est produit, mais apparemment, au début, ils ont dit qu'un plafond s'était effondré. Après, ils nous ont expliqué que, ils savent pas. Puis finalement, là, on en est aujourd'hui, c'est-à-dire 4 mois après, à se dire qu'en fait, c'est des réactions chimiques qui se passent dans ces colis. Et donc la radioactivité sort des colis qui sont stockés et qui sont stockés normalement pour 10 000 ans. Alors là, au bout de quelques dizaines d'années, on voit que ça fuite partout. Alors il y a eu vraiment un nuage de plutonium et d'américium, parce qu'en plus ils ont commencé à faire les relevés 8 heures après, je crois. Donc et puis il y a des traces de ces radioéléments qui se retrouvent hors du site. Hein, voilà. Alors, je sais pas, on peut peut-être... on attend. Hein, on attend de voir si ça devient vraiment une catastrophe, parce que le plutonium, ça fait des réactions en chaîne pas sympathiques. Est-ce que tu peux... est-ce qu'on peut dire qu'il y a des similarités entre ce centre d'enfouissement et puis le projet CIGEO à Bure? Oui, il y en a beaucoup, et c'est le modèle en fait qui a été choisi par l'ANDRA, donc l'agence française qui gère le projet à Bure. Donc c'est le principe de puits en très grande profondeur et de placer les colis dans des alvéoles. Donc ce schéma-là, en fait, pris en France, est calqué sur le modèle du WIP. Il y a 1 an à peu près, le CLIF, donc le comité de suivi du laboratoire de Bure, a été invité à aller visiter cette installation. Donc il y a pas mal de gens du coin qui ont été voir ce truc aux États-Unis. Et l'ANDRA s'en servait de référence. Regardez comment ça se passe aux États-Unis, c'est merveilleux, donc n'ayez crainte pour ce qui va se passer à Bure. Donc du coup, on n'est pas retourné encore voir nos camarades du laboratoire là-haut pour leur en parler, mais je pense que le discours va changer. Oui, alors c'est le même type de produit qui est stocké, qui sera stocké à Bure ou... À Bure, on aura pire en fait, quoi. Non, c'est pas possible. Mais on aura des déchets comme cela, mais il y en aura encore bien d'autres. Parce que le plutonium est considéré comme un moyenne activité à vie longue. Et en fait, le WIP contient donc des déchets MAVL et FAVL, alors que Bure, lui, contiendra les MAVL, donc le plutonium, etc. Et aussi les HAVL, donc d'autres produits encore plus toxiques et encore plus longtemps, sur des centaines de milliers d'années, quoi. D'accord. Et on peut dire encore aussi... effrayant, quoi. Comment ? Le projet de Bure, quoi, quand on sait qu'il est calqué sur le WIP qui part déjà en sucette, c'est encore plus effrayant, justement, en sachant qu'à Bure, on va avoir des déchets bien plus toxiques pour des périodes 10 à 100 fois, 1000 fois plus longues, quoi, pour certains produits, donc ça ne dit rien de bon. Alors, on peut peut-être aussi trouver une similarité dans le... je pensais c'est le Nouveau-Mexique, c'est un désert en fait. c'est des populations, soit des Indiens, hein, c'est à côté des réserves Navarro, ou des populations hispaniques. Est-ce qu'on peut parler de la région de Bure comme un désert? Ouais, sauf qu'aux États-Unis, ils ont quand même une zone où il y a 60 km avec personnes qui habitent autour de site. Carlsbad, c'est à 60 km, le centre-ville de Carlsbad est à 60 km du centre d'enfouissement aux États-Unis.
Ici à Bure, c'est un peu le même modèle, quoi. On a pris un désert économique, un désert humain, quoi. C'est vrai qu'on a 7-8 habitants au kilomètre carré, il n'y a vraiment pas grand monde. Donc il y a quand même des similarités sur l'aspect social de l'implantation, quoi. On va pas mettre ça dans une zone urbanisée, bien sûr, quoi, mais c'est pas ça qui va réduire les dangers ou quoi que ce soit, quoi. Et puis on voit bien aussi, c'est des territoires un peu en déshérence, mais où il y a plus d'industrie, il y a plus d'activité économique, et on peut, l'appât du gain, et puis l'appât des emplois. Qu'on a ici, oui, voilà, c'est ça, quoi. C'est CIGEO, la poubelle nucléaire va sauver la Lorraine, quoi. Enfin, c'est quand même absolument cynique, mais c'est le grand message officiel. Alors, et puis, on peut peut-être du coup parler de cette histoire parce qu'on va rentrer après on va re-entrer dans le détail du projet CIGEO, hein, mais pour parler parce qu'il y a un grand débat, qu'il y a évidemment un faux débat, puisque sur la réversibilité ou pas, tu peux nous expliquer ce que c'est ça, la réversibilité? Alors, ça, c'est sur le terrain de l'acceptation sociale d'un projet comme l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est-à-dire comment faire accepter à une population un tel projet. Donc un des premiers éléments qu'ils ont mis en avant, c'était parler de réversibilité, c'est-à-dire pouvoir retirer les déchets si une catastrophe se produit. Et donc cette notion de réversibilité s'est vite transformée devant les complications techniques, en fait, pour qu'elle soit réalisable quand on met des déchets à 500 mètres sous terre. Donc du coup, la réversibilité, c'est devenu une notion complètement floue. Ils ont détaché la réversibilité de la récupérabilité. Et donc aujourd'hui, sur la réversibilité, on en est sur laisser aux générations futures le choix de modifier la manière d'enfouir les déchets. Mais la récupérabilité, elle, par contre, au bout de quelques années, ne sera plus possible. Donc ce qui sera mis à Bure n'en ressortira pas. Ou alors au prix d'une catastrophe terrible. Et c'est un peu cynique là aussi, mais en fait, on se dit que la réversibilité, elle existe au Nouveau-Mexique. Hein, c'est rentré, mais c'est en train de ressortir. Hein. Malheureusement, oui. Mais bon, pour le sous-sol, par contre, c'est irréversible, quoi. Voilà, quoi. La pollution, elle restera pour des dizaines de milliers d'années, donc la réversibilité est bien sûr pas possible quand on parle de ça, quoi. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer en France de définir ils essaient de donner une nouvelle définition au mot réversibilité, parce que la définition actuelle qui est dans le dictionnaire leur plaît pas, en fait. On en est là, quoi. D'accord. De toute façon, c'est parce qu'avec le nombre de de déchets là, et le nombre de transports qui vont arriver, ça va prendre des années à remplir ce truc. Donc c'est une idée impossible de se dire qu'on va pouvoir les ressortir, quoi. Ah oui, non, c'est absolument flou techniquement, déjà sur des projets comme ça, des projets industriels sur des centaines d'années. On parle de fermeture de site pour Bure en 2125, etc. C'est complètement flou, quoi. Qu'est-ce qui se passera d'ici cette période-là? On n'en sait rien du tout. Et ils sont sur des projets comme ça. Ouais, il n'y a pas de problème, on va gérer sur 110 ans. Enfin, non, c'est complètement absurde, mais bon. Voilà, c'est la propagande. C'est la propagande. Par l'État français et l'Andra, quoi. Alors, tu veux, on va des nouvelles, des nouvelles de CIGEO. Donc c'est un centre d'enfouissement souterrain. Hein, donc je ne sais plus combien il y a de kilomètres de galeries qui sont prévus, mais c'est gigantesque. Et donc ils vont enfouir des déchets très, très toxiques, on a vu. Tu peux nous rappeler un petit peu le calendrier, comment ça s'est passé, l'autorisation, tout ça depuis le laboratoire ou juste sur ce qui va arriver là? On peut dire qu'en 1999, c'est un ministre vert qui a donné l'autorisation. Voilà, Madame Voynet. Madame Voynet. Il a préféré mettre un moratoire sur le PR pour assurer une image écologiste. Voilà. Elle a laissé faire le laboratoire de Bure, alors que tout le monde savait déjà dès le départ qu'accepter un laboratoire, c'était l'enfouissement qu'allait suivre derrière. C'est exactement ce qui se passe du coup à Bure.
Donc du coup, le feu vert du laboratoire en 99, il a commencé à être exploité en 2006, ce laboratoire. Donc des recherches destinées à dire que l'argile de Bure est la meilleure, etc., pour retenir les radionuclides, parce que Bure est prévu pour fuir, en fait. Ils savent bien que c'est prévu pour fuir, mais ils comptent sur la roche pour ralentir la radioactivité, et que le temps qu'elle remonte à la surface, ce sera plus dangereux, en fait. C'est ça le pari que fait l'Andra sur. Mais ils disent pas que ce site sera étanche, quoi, pas du tout. Donc voilà, donc l'argile à Bure c'est super, etc. Donc il devait déposer une demande de création de site en 2015. Et pour ça, il devait y avoir un débat public qui a eu lieu l'année dernière. Pas très bien passé pour eux. Oui, on va en reparler un peu, oui. Voilà. Donc là, on a eu les conclusions de l'Andra la semaine dernière sur ce débat public. Donc ils reportent leur demande de création à 2017, tout en gardant une mise en exploitation en 2025. Et donc ils veulent commencer l'exploitation du site par une phase test, c'est-à-dire quand même construire les descendries, etc. Enfin tout ce qu'il faut pour le site d'enfouissement, mais faire une phase où on met quelques déchets, on regarde et puis après on continue. Donc pour nous c'est exactement le même projet, quoi. On voit pas de différence, ils ont juste changé les mots et changé un tout petit peu le calendrier, mais l'échéance de 2025 reste la même. Le début des travaux reste le même, c'est-à-dire 2015 pour préparer les aménagements nécessaires aux travaux. Donc voilà, quoi. On savait que ce débat public était bidon, on voit que les conclusions le sont tout autant, quoi. Alors, on va peut-être reparler du débat public parce que le débat public, c'est organisé c'est obligatoire et c'est organisé par une commission. Tu peux nous en parler un peu de cette commission là, nationale du débat public du débat public, donc j'ai oublié le nom de la directive qui impose aux États pour leurs grands projets à faire des débats publics, justement. Et donc il y en avait déjà eu un en 2006, en fait, sur que faire des déchets nucléaires. C'était pas encore précisément sur Bure. Et donc les conclusions qui avaient été données de ce débat, c'était que l'enfouissement n'était pas la solution à retenir et qu'il fallait plus chercher sur d'autres techniques et que voilà, on n'était pas obligé d'enfouir tout de suite parce qu'on sait que si on enfouit déjà, on ferme la porte à toute autre solution à venir, etc. Et donc malgré ces conclusions, donc le débat public de 2006 a quand même lancé la voie pour l'enfouissement en grande profondeur. Donc du coup, ce débat public l'année dernière, c'était pour valider du coup le projet CIGEO. Donc une CPDP, donc une commission particulière du débat public a été mise en place pour essayer de prendre tous les avis de tous les acteurs, etc., pour faire une grande messe démocratique sur le projet CIGEO et essayer aussi de noter les oppositions dans la case prévue à cet effet pour de plus belle continuer le projet. On sait très bien qu'un débat public n'arrête pas un projet comme CIGEO, quoi. C'est des étapes pseudo-démocratiques pour faire avancer le nucléaire toujours et encore, quoi. Et alors, le premier débat public, le premier débat public avait lieu à Bure, à Bure. Bon, ça s'est pas très bien passé pour eux. Il y avait 15 réunions publiques prévues. Donc l'objectif d'une grande partie des opposants, pas tous, mais d'une grande partie, c'était justement de bloquer ces réunions, que ce débat n'ait pas lieu, pour justement dénoncer cette mascarade de démocratie, etc. Mais aussi pour éventuellement faire un blocage du processus. Le débat public étant obligatoire pour l'avancée du projet, bloquer le débat public aurait pu permettre aussi de retarder le projet, mais bon, il y a forcément assez de monde à participer, même s'il n'y a plus de réunions publiques à cause des blocages qu'on a organisés. Ils ont transporté le débat sur Internet. Oui. Et ils ont validé leur débat public, quoi. On savait très bien que de toute façon, il fallait qu'ils le fassent, donc ils le feraient par tous les moyens, quoi. Donc, c'est un débat public sans public, quoi. Voilà, c'est magique. C'est magique. Et on a eu quand même des contradictions assez fortes qui ont été entendues, quoi. Donc de la part de Monsieur Bernet, le président de la commission du débat public de Bure, qui disait qu'il était vraiment désolé de ne pas pouvoir faire de réunions publiques avec les populations, etc., qu'un débat public sans rencontre physique, c'était pas un débat public. Et pour les conclusions, il n'a fait que vanter son débat public, etc. Enfin, on a dû le rappeler à l'ordre un petit peu quand même. Voilà.
Ce truc-là, la commission là, nationale du débat public, alors c'est comme d'habitude, soi-disant indépendant. C'est indépendant, ça, ou c'est pas... Bon, qu'ils soient indépendants ou pas, ils servent à rien en fait. C'est surtout ça, Bon, quoi. d'accord. C'est vraiment une étape pour dire, voilà, enfin pour nous c'était vraiment ça, quoi. Pour les opposants, mettez vos oppositions dans la case prévue à cet effet, une petite signature, et puis voilà. Et puis après, quand les pelleteuses arrivent, dit non, on vous a très bien entendu, regardez, c'est écrit dans la case là, et puis voilà, ça fait partie du processus, c'est une étape administrative publique, donc dont on entend parler, quoi, mais c'est juste une étape administrative, quoi, ça n'a aucune valeur. Enfin pour nous en tout cas, ça n'a aucune valeur. Voilà, donc on voit bien que les conclusions du débat, c'est que rien ne change et on continue comme avant. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse parce que... Démonstrateur, là, cette histoire de Oui, démonstrateur. oui. Donc faire, on va dire, refaire un laboratoire, en fait, parce que du coup, depuis 2006, ils sont en train de bosser dans leur trou, là, à 500 mètres sous terre, donc c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font, vu que c'est pas facile de descendre dans un trou comme ça. Et du coup, ils vont refaire en fait un démonstrateur, donc commencer l'exploitation du site par un nouveau laboratoire. Donc qu'est-ce qu'ils foutent depuis 2006, on ne sait pas pourquoi. Non, quand même. Oui. Donc voilà, ils nous refont tout simplement le coût du laboratoire. Non, vous inquiétez pas, on fait une phase test, on étudie, puis si ça va pas, on fera demi-tour. Non mais ils nous ont déjà fait la blague une fois, ils ont quand même le culot de recommencer cette histoire de deuxième labo, quoi, presque en fait, quoi. De commencer par une phase test, c'est vraiment se moquer du monde, quoi. Elles sont où leurs certitudes, justement, quand on entend des choses comme ça, leurs fameuses certitudes? Et oui, je voulais moi revenir un petit peu sur parce qu'on a en tant qu'anti-nucléaire, là on a un peu des vues différentes justement sur s'il faut participer à ces débats publics ou pas. Et en fait, nous on pense qu'il faut pas participer, qu'il faut pas rentrer dans le jeu, que on est pris en otage si on fait ça. Et il y avait un texte que je voulais dont je voulais parler, qui est je trouve très intéressant, qui est écrit par le collectif Pièces et Main d'œuvre. Vous trouverez ça sur internet, qui date de août 2013, à l'intention des opposants à l'enfouissement des déchets nucléaires en Meuse. Et il cite un petit, j'aime beaucoup cette citation, un défi majeur pour les porteurs de projets est de pouvoir identifier les opposants pour trouver un interlocuteur privilégié avec qui négocier. C'est à travers une grille d'analyse des systèmes d'acteurs que les décideurs peuvent caractériser les opposants et leur mode d'intervention afin de définir une réponse adaptée à chacune de leurs interrogations, voire de les impliquer dans le projet in fine. Alors ça, je trouve ça très très bien, quoi. Voilà. Et voilà ce que j'ai à dire aussi aux gens qui ont participé à cette mascarade, comme tu dis. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais... Entrer dans les luttes institutionnelles, c'est pas quelque chose auquel on adhère trop. Voilà, on est d'accord. Écoute, alors après, on voulait parler un petit peu des perspectives de lutte, là, comment ça se présente, parce qu'on ne va pas les laisser faire, quand même. Ça nous a fait énormément de bien, on va dire la réussite de ces blocages et le bruit que ça a suscité, etc. Ça a quand même, parce on va dire quand même qu'on partait de loin, quoi. Le projet CIGEO, c'était vraiment une lutte dont peu de gens entendaient parler, vu que le laboratoire était fait, etc. On n'avait pas beaucoup de prise, on va dire, sur un projet comme ça, quoi. Parce que c'est vrai qu'à Bure, il y a des choses en surface, mais tout se passe en sous-sol, donc ça a remotivé pas mal de gens. Donc ça relance les collectifs locaux, du coup, se sont pas mal remis au travail, etc. Et il y a de nouvelles expériences qui sont tentées pour essayer de trouver de nouvelles méthodes de lutte, justement, pour toujours apporter un peu de créativité, etc. dans la lutte pour attirer toujours plus de monde et intéresser toujours plus de monde à cette problématique qui concerne tout le monde. Donc c'est pour Bure, du coup, on a monté une assemblée générale antinucléaire, l'assemblée générale du Grand Est, invitée devant le Grand E, justement, parce qu'on est encore, on va dire, à l'école de cette méthode. Donc c'est une assemblée horizontale où tout citoyen ou représentant de collectif, etc., peut venir participer pour avancer, donc produire du texte, essayer de réaliser des actions, créer des contacts partout en France et ailleurs. Voilà, mais le tout de manière horizontale pour essayer de produire vraiment une lutte
où tout le monde se sent justement d'avancer ensemble, et essayer de gommer les différences, etc. Donc se sent impliqué au-delà d'une appartenance à une association ou un groupement ou un collectif, quoi. Enfin, ouais. Oui, voilà, puis des gens qui viennent de partout en France aussi, c'est pas une lutte locale, quoi. Ça regroupe des gens de Lorraine, mais des gens de Bretagne, de Normandie, du sud de la France, du centre, enfin vraiment de partout en France, quoi. Okay. Donc c'est vraiment une autre manière de travailler, parce que c'est un problème, on place bien le problème CIGEO au centre de beaucoup des problèmes de ce monde, en fait, quoi. Donc au niveau du nucléaire, c'est sûr que c'est le renouvellement du parc, etc., qui suivra derrière. Et aussi tout ce que représente cette énergie, ce mode d'énergie nucléaire par rapport au capital, aux productions, au productivisme, etc. Donc c'est vraiment des questions qui ont tout à fait leur place au sein des assemblées. Donc ça permet d'élargir le champ politique aussi et sortir de l'écologie molle que parfois on rencontre dans certains collectifs. Et du coup, voilà, ça permet à tout le monde de se mettre au travail. Et c'est chouette, quoi. Il y a une bonne ambiance, etc., une bonne entente. Tu veux nous parler un peu de l'appel BUR 365 ? Oui, donc du coup c'est quelque chose qui est ressorti donc des 5 assemblées qui ont déjà eu lieu à Bure. Donc c'est une campagne qui va démarrer le 1er juin. Donc une campagne qui vise à mettre en lumière la problématique de CIGEO, donc en réalisant un maximum d'actions décentralisées partout en France, pour justement montrer que beaucoup de gens partout en France sont conscients de ce qui se passe à Bure et que c'est pas un problème local et qu'il y a des enjeux industriels, économiques, environnementaux, tout ce qu'on veut, énormes derrière, et que c'est bien que tout le monde puisse de chez lui prendre part à cette lutte. Donc toutes les informations, on peut les trouver sur un blog qui s'appelle nocigeo.noblogs.org. Oui. Je pense que tu mettras les infos sur le site de l'émission. Oui. Voilà, et donc il y a les détails, etc. Et donc on vous invite justement à envoyer à ce blog et l'adresse mail qui correspond à ce blog les actions et des photos de ce qui peut être fait un peu partout en France pour dénoncer ce projet CIGEO. Oui, parce que c'est vrai que l'enfouissement s'est présenté comme la seule solution. Enfin bon, de toute façon, on n'est pas là non plus pour nous dire ce qu'il faut faire avec les déchets nucléaires. C'est pas nous qui les avons produits, donc je veux pas rentrer là-dedans non plus sur si c'est une bonne solution ou pas, mais en tout cas, on a l'impression que c'est la pire des solutions, quoi. En tout cas. Ah oui, ça c'est quasiment évident pour nous. Oui, on ferme la porte vraiment à. Enterrer la catastrophe, c'est pas gérer la catastrophe, quoi. C'est un des slogans qu'on utilisait l'année dernière, quoi. Ouais. Et en fait, je voudrais, on est déjà pratiquement arrivé à la fin, et je vais finir parce que sur le Wikipédia là qui explique ce qu'est le WIP, il y a un paragraphe qui résume bien, je trouve, toute l'horreur de ce que représentent ces centres d'enfouissement. Alors l'intitulé du paragraphe, c'est « Précaution avec un S pour les prochains millénaires ». Alors, stockage des déchets à l'intérieur du WIP. Mais je pense que ça s'applique... voilà. Il a été demandé par voie légale de dissuader le public de s'approcher trop près du site au cours des 10 000 ans à venir. On décida de rédiger des avis en 7 langues, les 6 langues officielles des Nations Unies et le Navajo, qui seront gravés sur des monuments en granit de 20 tonnes et dépassant les 7,5 mètres, ainsi que sur des disques de 22 cm de diamètre d'argile réfractaire et d'oxyde d'aluminium enfouis au hasard dans tout le site. Des renseignements plus détaillés concernant les risques ensevelis seront affichés au mur de 3 salles identiques, également ensevelies pour 2 d'entre elles. Le tout sera bordé d'un accotement de terre de 10 mètres de haut, incrusté d'aimants et de réflecteurs radars afin d'indiquer par tous les signaux possibles aux générations futures que quelque chose de dangereux est sous terre. Ça t'inspire quelque chose ? C'est effrayant comme conception de l'avenir, c'est vraiment... Mais bon, quelque part, pour l'instant, en tout cas, continuer le nucléaire, c'est accepter
c'est accepter cette forme de vision des choses, quoi. Parce que les déchets, on ne sait pas quoi en faire, on n'a aucune solution pour ces déchets. Et vraiment, l'urgence, c'est d'arrêter tout de suite cette connerie, quoi. Nous sommes d'accord. Bon, bah, voilà, on a tout dit. On a résumé en tout cas. Une bonne partie, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Des heures et des heures, ouais. Mais alors, on va... je vais... Alors, attends, je redonne le nom du... Tu redonnes le nom du blog, s'il te plaît? Ouais, alors c'est nocigeo, N-O-C-I-G-E-O, Ouais. .noblogs, N-O-B-L-O-G-S.org. Voilà. Et nous, on va faire, dans notre coin, on va essayer de faire ce qu'il faut pour que Il les y a gens... pas mal d'actions qui s'annoncent de toutes sortes. Il y a un appel audio qui est fait, qui donne les détails. L'appel écrit va être posté bientôt sur le blog. D'accord. Donc voilà, il y a toutes les informations qui sont disponibles. Bon, j'invite tout le monde à aller regarder ça de plus près. Puis, on peut regarder aussi le blog du collectif Antinucléaire 13. Collectif Antinucléaire 13, c'est wordpress.com. Voilà. Et écoute, merci d'avoir été avec nous. Et puis, bon courage. Bonne lutte. Et puis, merci Sidi à la technique. Et puis, voilà, à bientôt. Merci Radio Galère. Et merci à vous. Merci.